Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce vlog sur un film inoubliable, je le maintiens, qui s'appelle Avatar. En avez-vous déjà entendu parler? Avatar, donc sorti en 2009, réalisé par James Cameron, dont on débat depuis quelques temps, notamment depuis que Cameron a annoncé qu'il allait faire, je vérifie, 4 suites à Avatar. Il a prévu jusqu'à Avatar 5 qui sortirait en 2028 à l'heure actuelle. Sauf report, évidemment. Et quand il est venu avec ça, c'est vrai que les gens ont eu l'impression, du coup, que le film avait été complètement parti de l'inconscient commun, dirons-nous. Ce qui, en vérité, n'est pas du tout le cas. En vérité, Avatar est encore vachement dans la tête de tout le monde, mais en fait, Avatar n'est pas traité comme la plupart des licences qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, quand on a une licence et un film à succès, on a 36 000 suites qui sortent immédiatement après. Avatar est sorti depuis des années et n'a jamais eu d'autres activités ensuite, si ce n'est l'ouverture de son parc à thème à Disney. Prélude au rachat ensuite de la 20th Century Fox par Disney également, qui a donc récupéré Avatar complètement, après l'avoir eu dans ses attractions. Donc on a l'impression que c'est sorti de l'imaginaire collectif, mais en vérité, tout le monde sait pertinemment ce qu'est Avatar, tout le monde en a entendu parler, tout le monde voit quel est l'univers, et tout le monde le trouve relativement cool. On peut peut-être le trouver pré-mâché et déjà vu dans d'autres œuvres, notamment japonaises, si on a envie d'être chiant, quoi, si on a envie d'être bougou et d'être casse-couille, mais grosso modo, enfin, c'est un univers qui attire à peu près tout le monde esthétiquement, visuellement, et c'est pour ça que les parcs, notamment, marchent extrêmement bien. L'attraction Avatar à Disney, aux États-Unis notamment, parce que je sais pas si en France il y en a une d'ailleurs, mais je crois qu'on a le Avengers Campus qui vient de débarquer, mais je suis pas sûr qu'on ait le truc Avatar. Mais en tout cas, aux États-Unis, ça marche super bien, quoi, l'attraction Avatar. Et il y a pas mal de personnes qui sont assez excitées à l'idée de revoir Avatar. Et je me suis donc dit que c'était l'occasion de revenir sur le film, et de revenir notamment sur plusieurs critiques qui lui sont envoyées, au niveau de l'histoire, au niveau de la 3D et au niveau des effets spéciaux. Ce sera mes 3 points principaux dans ce vlog. Et alors je précise rapidement, je me suis fait chier à recadrer tous les extraits que j'ai diffusés dans cette vidéo, parce que Avatar est censé être en CinemaScope 2.35, et je déteste que quasi aucune source Blu-ray ne présente le film en 2.35. Et il y a toujours que une version IMAX 16:9 plein format, et c'est pas le ratio auquel était pensé le film. Ça fait des zones qui sont assez vides au-dessus et en dessous du cadre, qui sont un peu bizarres, et donc voilà, je recadre les extraits du film tels qu'ils sont censés être montrés, normalement. C'est un truc qu'il a déjà fait aussi avec Titanic, qu'il a décadré en 16:9, et je comprends pas ce délire, parce que ça n'a pas été étudié pour ces cadres-là, quoi, et ça se voit au final. Là, je me suis rendu compte en recadrant les plans que ça avait beaucoup plus de sens en termes de composition, avec les bandes noires au-dessus et en dessous, que décadré. Donc voilà, ça me paraît débile, et je présente Avatar tel qu'il est censé être présenté. À tout hasard, je résume vite fait l'histoire, mais l'histoire se passe sur une planète qui s'appelle Pandora, qui est une lune d'une géante gazeuse jupitérienne qui flotte à des millions d'années-lumière de la Terre, et sur laquelle est partis les humains faire une exploitation de minerais, puisqu'ils ont un minerai qui s'appelle l'unobtainium. Alors, il y a beaucoup de gens qui rigolent avec ce nom, mais l'unobtainium, en fait, c'est un matériau conceptuel scientifique qui existe déjà. Il a pas inventé le mot comme ça au hasard, et d'ailleurs il y a d'autres films qui utilisent le mot unobtainium. Quand les scientifiques imaginent un matériau dont ils auraient besoin pour réaliser quelque chose, genre résister à une poussée particulière ou un truc dans ce genre-là, ils appellent ce matériau imaginaire, qui n'existe pas encore, l'unobtainium. C'est un des noms, d'ailleurs, il y en a plusieurs qui existent pour ce genre de truc. Donc on part sur Pandora récupérer de l'unobtainium à cause de la compagnie, la méchante compagnie qui est derrière tout ça. Un thème qui accompagne Cameron depuis Alien, notamment son passage dans Alien, bien qu'il l'ait pas créé. La compagnie existait déjà dans Alien, mais c'est dans Aliens qu'il a vachement axé son truc sur autour du personnage de Burke, notamment le représentant de la compagnie, la Vélin-Dutani. Et c'est beaucoup dans ses thèmes, ce genre de truc. Et parmi les humains, il y a un certain Jake Sully, qui est joué par, je vais essayer de retrouver son nom, Sam Worthington. C'est ça? Faut que je vérifie. Oui, c'est ça, je vérifie. Je suis obligé de vérifier parce que Sam Worthington, on pensait que ça allait être du coup la nouvelle star, vu qu'il a débarqué avec Avatar, qu'il a mis sur le devant des projecteurs, etc. Et ensuite, sa carrière, c'est un immense vide, un vide spatial complètement. Donc c'est vrai que son nom me sort toujours la tête à un moment ou à un autre. Donc Jake Sully débarque sur Pandora et va découvrir le peuple local de Pandora, les extraterrestres qui habitent la planète, qui s'appellent les Na'vi, qui sont très clairement des projections des Amérindiens et des natifs d'Amérique, qui ont une vie très axée autour de la chasse notamment, et qui est extrêmement proche de la nature.
A raison, puisque la nature de Pandora est l'un des attraits principaux de ce film et de cette histoire. C'est un véritable écosystème interconnecté où tous les êtres sont liés les uns avec les autres. C'est une métaphore de notre relation avec la nature en général, mais là appliquée de façon concrète. Il y a vraiment un lien direct avec la nature, avec les petits filaments qu'on a dans les queues de cheval de Na'vi. Jake est envoyé sur Pandora en remplacement de son frère jumeau qui était scientifique et pour qui on avait développé un corps de Na'vi, un avatar, qui mélange l'ADN humaine et l'ADN Na'vi, afin de pouvoir projeter son esprit dans le corps d'un avatar et lui permettre donc d'explorer cette planète de façon naturelle, sans encombre. Et bien sûr, au fil du film, les allégeances de Jake vont changer, puisqu'au début, c'est un Marine qui a à peu près tout perdu, notamment l'usage de ses jambes, et qui arrive sur la planète en tant que coquille vide presque, c'est un être détruit. Et petit à petit, il se reconnaît et s'accomplit de plus en plus dans la vision du monde des Na'vi, se met à s'identifier comme un Na'vi, les rejoint et les aide à mener une bataille contre les hommes du ciel, qui sont donc les humains qui ont débarqué sur Pandora. Et je voudrais revenir vite fait comme ça sur le design de Pandora en général et le look de Pandora, qui est vraiment le truc qui attire tout le monde parce que t'as l'impression que cette planète existe et en même temps tout ce qu'elle présente est fantasmagorique, notamment parce que quasi tout aborde la couleur bleue. La nature de Pandora c'est bleu et vert, généralement mélangé, mais principalement du bleu. Le vert c'est pour les arbres principalement, parce que nous on les reconnaît plus facilement comme ça. Mais il y a une raison pour laquelle ils utilisent le bleu, c'est que le bleu c'est une couleur qui n'existe quasi jamais dans la nature, à l'exception de quelques animaux, notamment venimeux, mais c'est vrai que c'est une couleur qu'on retrouve assez rarement dans la nature en général. Tout comme la bioluminescence qu'on a dans la planète, qui est un des éléments marquants de Avatar, qui a marqué la cinématographie de plusieurs films ensuite. Énormément de films ensuite ont joué sur le côté bioluminescent et l'éclairage diffus provoqué par un environnement comme ça qui créerait de lui-même de la lumière. Et plus encore que le nombre de pattes en trop, qui d'ailleurs n'est pas raccord entre les Na'vi et les animaux. C'est bizarre que tout se développe en quadrupède. Non, d'accord. En hexapède, un truc dans ce genre-là, mais que les Na'vi soient la seule espèce de toute cette planète à avoir deux bras et deux jambes uniquement. C'est un peu particulier. Mais donc plus encore que tous ces attributs physiques, c'est vraiment à mon sens la couleur bleue qui rend du coup l'univers de Pandora très différent. Et la bioluminescence, bien évidemment, sont les deux composants principaux, la couleur bleue et la bioluminescence. Et il y a un truc sur lequel je voulais revenir, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu Avatar en salle et qui ont dit « Ouais, enfin, ce genre de truc, on les a déjà vus dans d'autres œuvres, notamment des œuvres qui viennent de l'Asie. » Et moi, je sais que par exemple, quand j'ai vu pour la première fois les montagnes volantes dans Avatar, je crois qu'ils appellent ça les montagnes Alléluia dans le film, évidemment, le premier truc auquel j'ai pensé, vu que j'avais vu ça genre à peine 4-5 ans avant non, bien plus longtemps que ça, c'était... je sais plus. C'est diffusé au début des années 2000, je crois. Donc 5 à 8 ans avant la sortie d'Avatar, j'avais vu notamment Escaflowne, qui est un de mes animés préférés avec Evangelion, et qui propose aussi dans son univers, qui est excellent à regarder absolument Escaflowne, c'est un des meilleurs animés des années 90. Le film est pas ouf, mais la série est extrêmement bonne. Dans l'univers de cette série, il y a des roches flottantes, qui sont d'ailleurs utilisés pour le vol carrément dans Escaflowne. Peut-être que ce serait une évolution d'Avatar 2, utiliser les roches elles-mêmes pour flotter, et pour avoir des avions presque. Mais du coup, c'est vrai que j'avais déjà vu ce truc-là. Et en fait, je trouve que cette critique est pas juste. Parce que, oui, vous l'avez vu dans des tas de trucs japonais, par exemple, des mangas, des animés, des trucs dans ce genre-là. Dans des mangas et des animés. Dans des jeux vidéo, comme Final Fantasy par exemple, pour ceux qui, comme moi, jouaient à ces jeux vidéo à l'époque. Pas dans un film. Même les Japonais n'étaient pas capables de proposer ce genre d'environnement dans leurs films. Alors je vais pas faire... Attention, je m'y connais extrêmement peu en histoire du cinéma japonais, chinois, etc. Je sais pas quel genre d'univers ils ont proposé dans leurs films. Mais je pense que s'ils avaient déjà proposé des films avec des rochers volants, on aurait déjà eu quelques mimes et quelques accusations et quelques trucs qui seraient arrivés sur Internet depuis très très longtemps quand même. Avatar a été le premier à proposer ce genre d'environnement de façon photoréaliste. Et c'est ça qui fait toute la différence et qui fait que il peut proposer ce qu'il veut, ce sera de toute façon la première fois qu'on l'aura vu de façon photoréaliste, de façon aussi poussée que ce qu'il y a du coup dans ce film-là. Donc, je trouve ça injuste de l'accuser d'avoir récupéré certains biomes, les environnements qui accueillent la vie, dans d'autres œuvres, étant donné que, de toute façon, c'est le premier à l'avoir présenté de cette façon-là. Je voulais partir directement sur le scénario, mais est-ce qu'il faudrait pas mieux partir sur les effets spéciaux, du coup, avec ça?
J'ai aussi entendu certaines personnes commencer à critiquer les effets spéciaux d'Avatar. Faut être ultra honnête, si vous commencez à critiquer les effets spéciaux d'Avatar en disant qu'ils sont moches, genre oh on dirait des effets spéciaux de PS2 ou des trucs genre là, le genre de critique qu'on a sur She-Hulk par exemple récemment, regardez des cinématiques de PS2, je vous assure que c'était pas la qualité qu'on a dans She-Hulk. Aussi pourri que soit la qualité de She-Hulk, les cinématiques de PS2 étaient quand même moins bonnes. J'admettrais la critique cinématique PS2 pour Star Wars épisode 2. J'avoue, quand je le regarde maintenant, aujourd'hui, je me dis un petit peu ça aussi. Mais non, vous pouvez pas critiquer les effets spéciaux d'Avatar, c'est pas possible. Ils sont parfaits. Ils sont absolument parfaits. Je sais pas si vous vous rendez compte d'à quel point l'environnement général est en image de synthèse. C'est une des premières choses qu'Avatar a introduit au reste du monde. Ce sont les films qui sont grosso modo des films d'animation glorifiés en film live action. Ce qui donnera, en poursuivant les pires aspects d'Avatar des années plus tard, Le Roi Lion de Jon Favreau. C'est la première fois qu'on avait un film qui nous présentait en majorité des séquences qui étaient entièrement tournées dans un décor numérique avec des acteurs numériques et avec tout de numérique. C'était une vraie révolution à l'époque, et il y avait un travail extraordinaire pour faire en sorte que ces images soient crédibles à 200%. Vous regardez les images, le premier plan du film, c'est un plan sur la jungle, avec la brume et tout, c'est de l'image de synthèse. Quand vous dites que les effets spéciaux d'Avatar sont moches, rappelez-vous que vous dites que ce plan est moche. Il y a quelque chose qui est absolument dingue quand même. Je comprends que parfois on puisse dire que l'animation 3D a vieilli parce que, notamment en termes d'animation, il y a certains plans où tu sens que les vitesses ne sont pas normales. Tu sens que la physique est pas tout à fait bonne. Il y a des moments où les personnages arrivent à cheval et s'arrêtent et tu sens que l'inertie du cheval avant qu'il s'arrête complètement est beaucoup trop brusque. Tu sens parfois que quand Neytiri saute d'un arbre à l'autre, tu sens que le saut est un peu au ralenti alors que ça a l'air d'être en vitesse réelle puisque tout réagit autour d'elle en vitesse réelle. Donc peut-être que à ce niveau-là, je peux comprendre que mais genre 10 plans maximum, sur un film qui doit avoir 3000 plans en effets spéciaux, entièrement en effets spéciaux, dans 10 plans maximum, il y a peut-être quelques plans qui ont un peu vieilli. Mais il faut vraiment se rendre compte de l'accomplissement visuel qu'était Avatar à l'époque, quoi. Moi, je suis un énorme fan des effets spéciaux, vous pouvez pas imaginer à quel point c'était bluffant de voir ce film arriver en salle, quoi. C'était vraiment ultra photoréaliste. Et je pense même que il a couvert ses arrières, il s'est dit, au cas où les rendus 3D de Pandora seraient pas absolument parfaits et exactement au niveau où je le voudrais, il a fait un truc, c'est qu'en fait, si vous regardez bien dans les images réelles, live action, quand il filme des vrais acteurs, ils sont constamment en train de suer. Ils sont constamment recouverts d'une légère sueur, légèrement un peu humide, ou la peau un peu grasse, pour qu'elle reflète toujours un petit peu la lumière. Parce que c'est un des trucs, des effets spéciaux, notamment à l'époque, et c'est pour ça qu'on n'avait pas à faire du photoréalisme, c'est que souvent, il y avait un côté un peu plastique. En fait, il y a un truc au niveau de la réflexivité de la peau et des organes, etc., qui est très complexe à reproduire en effets spéciaux en CGI, notamment parce que ils essayent de reproduire certains... si je me mets comme ça, là il y a un petit peu de blanc sur mon nez par exemple, ils essayent de reproduire ce genre de truc avec un truc qui s'appelle la spécularité, ou la métallicité, des trucs dans ce genre-là, qui essayent de créer plus ou moins de reflets, et en fait, c'est toujours un petit peu particulier, donc il y a toujours un truc qui passe un petit peu moyen, et en fait tu te rends compte véritablement, avec là je m'en suis rendu compte en le revoyant, que effectivement dans tous les plans les humains sont toujours un peu luisants et un peu un peu gras ou un peu humides, parce que du coup il s'est dit, si jamais mes rendus 3D sont un petit peu brillants, sont un petit peu humides, etc., l'œil du spectateur s'en rendra pas compte parce qu'il aura toujours vu des peaux brillantes dans mon film. Il aura toujours vu les peaux agir comme ça à l'image. Je trouve ça ultra intelligent comme façon de gérer les effets spéciaux. Je trouvais que c'était très bien trouvé, l'idée de se dire on va aussi un petit peu artificialiser le réel, comme ça nos images artificielles paraîtront aussi réelles que ce qu'on présente comme étant réel. J'aime beaucoup cette idée. Je sais pas si vous vous rendez compte notamment du nombre de simulations incroyablement poussées qui sont dans Avatar. Le simple moment où il faut un bâton avec un chiffon au bout dans un truc de sève, sans doute, d'arbre ou un truc dans ce genre-là, et qu'il en fout un peu partout autour, la simulation de la sève est absolument parfaite. Enfin, il y a des moments où il tombe dans la boue et il se relève et il y a la boue qui colle parfaitement à son corps, etc. Là aussi, une simulation qui est absolument extraordinaire, quoi, de réalisme. Les peintures, à un moment, s'il dessine des peintures de guerre avec une peinture blanche, etc., et là aussi, la simulation du fluide, de la peinture, etc., ça aussi, c'est photoréaliste. Et c'est notamment ce qu'ils ont travaillé dans Avatar 2, c'est, ils ont poussé au maximum leur simulation de flotte. On s'en est déjà rendu compte avec les plans qui sont dans les trailers. Mais déjà dans le premier, les simulations de flotte étaient quand même excellentes, quoi. Le truc, c'est qu'ils ont fait en sorte que ce soit constamment des rapides,
parce que ou des vagues très déchaînées, etc. Parce qu'il y a des interactions qui ont du mal à fonctionner, notamment comme les tissus absorbent l'eau, la peau retient un peu de l'eau aussi, et gérer ce genre d'interaction entre les tissus, l'eau et tout le bordel, c'est très 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 compliqué. Et ils mettent à fond l'accent là-dessus dans celui-ci, mais même dans le premier, l'eau aurait grugé et bluffé n'importe qui, quoi. Donc ouais, faites attention quand même quand vous dites que les effets spéciaux ont vieilli. Faut pas exagérer non plus, quoi. D'accord, il y a peut-être un ou deux moments où certains rushés sont un petit peu trop réfléchissants, un truc dans ce genre-là. Éventuellement, si on a envie de pinailler, quoi. Mais c'est vraiment du pinaillage. Les 3/4 du temps, les effets spéciaux sont absolument extraordinaires et voilà, c'est magnifique. Ces effets spéciaux en 3D sont aidés, à mon sens, par la 3D. Je suis en train de faire mon plan exactement dans le sens inverse que je l'avais imaginé. Au début, je voulais commencer par le scénario et aller ensuite dans la technique. Finalement, j'ai fait exactement l'inverse. Donc, la 3D stéréoscopique. J'ai revu Avatar avec mes petites lunettes Nvidia 3D Vision, qui fonctionnent encore si tu mets à jour les anciens pilotes de ta carte Nvidia, parce qu'ils l'ont abandonné depuis des années maintenant, cette technologie de lunettes. Donc, ils l'ont abandonné genre 4 ou 5 ans, non, 3 ans après que je l'ai acheté, un truc dans ce genre-là, j'étais dégoûté. Mais j'ai effectivement revu Avatar en 3D. Je l'ai pas revu en salle, parce qu'ils ont fait une ressortie en salle, sauf qu'ils ont fait une ressortie en semi-HFR. En fait, je crois qu'Avatar 2 aussi va être présenté comme ça. Dans Avatar 1, certaines séquences en particulier, pas toutes, mais certaines séquences en particulier ont bénéficié d'un high frame rate. Donc le film en général est en 24 images par seconde, en vérité 48 parce que c'est un film en 3D. Mais pour certaines scènes qui sont très exigeantes en termes de mouvement, il a augmenté le framerate pour passer à 48 ou 60, je sais plus, images par seconde pour un œil, ce qui veut dire le double, donc 120 pour si on est à 60, et pour 48 vous ferez le calcul parce que moi les maths c'est pas du tout mon truc. 96, c'est ça? 96. Donc vous voyez comme il a fallu que je vous distrais pour faire le calcul dans ma tête en attendant. Le truc c'est que cette technologie, je la déteste. Le HFR n'a pas sa place au cinéma. Le HFR est un truc de télévision ou de jeux vidéo. Ce sont les deux trucs. Et même la télévision, c'est pas du tout nécessaire. C'était un problème à l'époque où on a créé la télévision pour transmettre les images de la meilleure façon possible à cause de la couleur. En noir et blanc, on diffusait déjà de la haute définition. C'était du 1024, je crois, ou du 1048, un truc dans ce genre-là de côté. C'était vraiment de la haute définition en noir et blanc à l'époque, et quand on est passé à la couleur, c'était plus compliqué, on s'est mis à entrelacer les images. Et en entrelaçant les images, on est passé de 25 à 50 images par seconde, et de 30 à 60 images par seconde, pour ce qui est des standards analogiques européens et des États-Unis. Et c'est quelque chose qui est dégueulasse, qui n'a pas sa place au cinéma. Ça fait une image qui est beaucoup trop, qui donne une sensation d'accélérer. Et surtout, c'est une image qui est très peu cinématographique parce qu'elle supprime beaucoup des effets typiques du cinéma, par exemple le motion blur. Et c'est un truc d'ailleurs dont je me suis rendu compte dans Avatar. Pour aider à la 3D, il n'y a quasi aucun motion blur de tout le film. Mais même dans les passages en image réelle, il y a très très peu de flou de mouvement. Vous savez que je vous répète encore, le motion blur c'est ça, hein. Quand tu bouges ta main très vite, ça devient tout flou et tout diffus, etc. Et plus tu fermes le shutter de la caméra, c'est-à-dire le petit trou qui s'ouvre pendant une fraction de seconde pour laisser rentrer la lumière et mettre une des 24 images par seconde sur le capteur, plus c'est exposé tellement vite qu'en fait, au lieu d'avoir le temps de passer de là à là, la main est vraiment juste prise en photo à cette position-là, et ensuite à cette position-là, etc. Et du coup, il n'y a aucun flou entre les deux, puisque l'image est prise trop vite pour qu'il y ait du flou. Et je pense qu'il a fait ça pour éviter qu'il y ait trop de motion blur, ce qui, effectivement, notamment au début de la 3D, gênait beaucoup le visionnage des films en 3D pour beaucoup de spectateurs. Il y a beaucoup de gens qui détestaient tout ce qui était panoramique de la caméra, à cause justement du motion blur qui trouvait désagréable et qui rendait un petit peu flou certains éléments du décor. Il a résolu le problème à l'époque en fermant le shutter. Il veut le résoudre avec Avatar 2 en augmentant le nombre de frames par seconde, 48 ou 60, parce que plus tu augmentes le nombre de frames, plus tu réduis le motion blur, mais donc moins tu as une image cinématographique. C'est aussi un des problèmes avec ce genre de technologie. L'autre petit truc qui a aidé effets spéciaux et 3D dans Avatar, c'est la façon de filmer Avatar. Avatar est quasi intégralement filmé en caméra épaule. Presque. Il doit y en avoir un ou deux quelque part, mais je crois que c'est surtout ces vlogs. C'est rigolo d'ailleurs, maintenant que je fais des vlogs toute ma vie, à l'époque on n'avait pas de nom pour ce qu'ils faisaient, c'était un log tout bêtement. Ouais, donc je crois qu'en dehors des plans où il remplit ses comptes rendus, quasi tous les plans du film sont quasi toujours filmés en caméra épaule. Et ça, c'est ultra important pour la sensation de réalisme. Avatar a marché parce qu'on s'est senti projeté dans l'univers d'Avatar. Et on s'est senti projeté dans l'univers d'Avatar parce qu'il était photoréaliste et parce qu'il était traité comme un environnement réaliste.
avec une caméra épaule. Si tu vois la caméra qui dodeline, qui bouge un petit peu, qui essaye de se rapprocher, qui s'éloigne, qui tangue, qui fait des tout petits mouvements très légèrement imperceptibles, t'as la sensation que l'image a été tournée par un vrai caméraman, et donc, bien qu'entièrement générée en CGI, de qualité photoréaliste, mais entièrement générée en CGI, il y a ce sentiment en plus de tangibilité et de réalisme de Pandora grâce à la caméra épaule, qui du coup aide à rendre l'environnement généré en 3D réaliste, mais avec la 3D relief que vous avez vous pour voir le film, ça aide encore plus à sentir nous-mêmes intégrés et projetés dans Pandora, parce que c'est le genre d'image qu'on aurait nous en nous promenant. Nous, en se promenant dans Pandora, on n'aurait pas un plan bien fixe avec un petit panoramique sympa, etc. On serait en train de marcher, on dodelinerait de droite à gauche, l'image tanguerait un petit peu, etc. Et donc rendre ça avec les mouvements de la caméra, ça permet du coup de nous permettre de nous sentir intégrés et projetés dans l'univers de Pandora. C'est vraiment intéressant, vous regardez le film, il y a quasi aucun plan où la caméra est posée sur un trépied. Quasi jamais. C'est un truc, je l'ai pas dit dans mon vlog ça, mais c'est un truc qu'il utilisait beaucoup dans le premier film pour donner la sensation de réalisme. Il y a souvent des trucs au premier plan, des fougères, des lianes, des petits trucs comme ça, et qui débarquent vraiment de là où est la caméra. Et du coup, t'as vraiment l'impression que t'es avec la caméra plongé dans la jungle. T'as les trucs, les brindilles qui viennent sur la gueule et qui ressortent en 3D, etc. Ça aidait beaucoup au sentiment d'immersion dans Pandora. Je noterai d'ailleurs, il y a un ou deux plans où tu sens que c'est de la caméra virtuelle, et c'est toujours un chouïa de devenir pas réaliste. Il a fait un plan en grue où il commence avec une caméra qui est très en hauteur, en filmant vers le bas en plongée, et qui fait le tour d'un arbre. Peut-être plus un plan drone, mais à l'époque les drones n'existaient pas pour tourner, donc c'était vraiment plus une idée de plan en grue, mais peut-être qu'il a limite créé le premier plan drone 3D virtuel, quoi, avant qu'on ait nos vrais drones disponibles. Et tu sens que c'est un mouvement de caméra qui fait un petit peu étrange quand tu le vois. Tu sens que c'est un mouvement qu'on ne devrait pas réussir à faire, quelque part. Et c'est le genre de plan qui est un petit peu particulier, mais qui se sont obligés de mettre parce qu'il faut donner un sentiment de grandiose à certaines séquences. Mais c'est vrai que ouais, ça donne un sentiment particulier. Il y a un dernier point que je voulais aborder au niveau de la 3D, c'est que James Cameron tient absolument à tourner quasiment tout ce qu'il fait en 3D avec une parallaxe qui reproduit le regard humain. Je pense qu'il s'autorise des grands angles et des angles un peu plus larges, etc. Mais grosso modo, il essaye de reproduire la vision qu'aurait un humain, et donc il essaye de très peu éloigner cette caméra, et de nous faire focaliser notre distance de façon réaliste pour un point de vue humain. Et du coup, je me suis rendu compte d'un truc sur Avatar, c'est qu'en fait, à cause de ça, à cause de cette façon réaliste par rapport à un point de vue humain de faire le truc, en fait, sa 3D est pas aussi intéressante qu'on pourrait le croire. Je sais pas si... faudrait que vous me donniez votre avis. Est-ce que vous pensez que c'est mieux, ou est-ce qu'il vaudrait mieux faire différemment, mais ou alors j'ai peut-être eu un problème avec mon écran, mais je crois pas avoir un souci à ce niveau-là, mais... En faisant comme il fait, le truc c'est que quand les choses sont extrêmement distantes par rapport à nous, par rapport à Jake Sully, par rapport au premier plan du cadre, en fait les choses deviennent de plus en plus plates. Parce que plus les choses s'éloignent devant nous, et moins on sent la profondeur finalement. Quand on regarde un grand paysage, on a l'impression que c'est une plaque 2D qu'on est en train de regarder, plutôt qu'on sent véritablement la profondeur. Tu sens dans les plans très très larges, qui ont une très grosse profondeur, qu'en fait au lieu de sentir à fond cette profondeur, tu la sens pas vraiment. T'as l'impression que plus tu vas dans le fond, plus ça devient une plaque 2D, très au fond du cadre, mais une plaque 2D, quoi. Et quelque part, c'est effectivement comme ça que fonctionne le regard humain, en fait. Et je voudrais bien savoir s'il va évoluer avec Avatar 2, et s'il va essayer de faire la technique qu'on a fait ensuite, qui est que, maintenant, plus quelque chose est éloigné de la caméra, plus on le met profond dans l'écran. Ce qui est peut-être pas forcément exactement comment on devrait rendre la vision humaine, mais qui, à mon sens, rend mieux. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant quand t'as de très grandes profondeurs de pouvoir quand même sentir des changements dans la profondeur de l'image plutôt que d'avoir un truc qui semble relativement plat. Est-ce que c'était une décision ou est-ce que simplement la technologie, étant donné que c'était un des films qu'il avait développé, la technologie, est-ce que la technologie n'était pas encore au point pour bien permettre de faire ce genre de profondeur? Ce sera à voir.
Du coup, je suis curieux de voir comment est-ce qu'il va la traiter, la 3D relief dans Avatar 2, et j'espère du coup qu'il va permettre à la 3D d'avoir un petit regain d'intérêt, de la relancer dans le grand public, parce qu'on commence à avoir les technologies maintenant pour avoir des écrans de taille modeste à raisonnable, en 3D sans lunettes. Donc c'est quand même vachement intéressant. Après, alors, moi ce qui me plaît pas, c'est que la plupart de ces technologies, c'est du tracking de ton regard par une petite webcam intégrée à l'écran, en fait. Et je veux pas qu'il y ait une petite webcam intégrée à mon écran. c'est mon seul problème avec cette technologie de merde. Faites un truc simplement avec des lentilles et des machins, comme vous faisiez avec la 3DS. La 3DS, c'est un truc comme ça, c'est un système de lentilles qui redirige les rayons du soleil, les rayons de l'écran, pas du soleil, différemment sur tes yeux, ce qui permet d'avoir une profondeur 3D sans avoir à porter de lunettes. Faut faire ce genre de technologie sur les grands écrans, parce que, pour moi, c'est hors de question. C'est une fausse 3D, en fait. C'est juste la télé qui change un peu l'organisation des calques sur l'écran pour que du coup, en fonction de là où tu es, l'image soit un peu plus déformée, mais en fait, c'est pas de la vraie 3D en relief, quoi, que j'ai envie de dire. C'est simplement un système de tracking qui fait que l'image s'affiche différemment sur l'écran. Donc j'ai du mal avec ces trucs-là, mais j'espère vraiment que la 3D va pouvoir se remettre à fonctionner, parce que c'est très dommage, quoi. James Cameron vient de déclarer un truc, il vient de dire que c'était le problème de la 3D, c'est que les studios avaient fait de la post-conversion ensuite. C'est une critique de 2009. Je trouve ça bizarre qu'il ait pas évolué depuis l'époque, en fait, mais enfin, James Cameron, ça fait un bout de temps maintenant qu'il fait des déclarations purement pour le marketing et la promo, genre Terminator Genesis, non, pas Genesis, Dark Fate, c'est le meilleur Terminator jamais fait au monde, etc. Mais ouais, il fait encore cette critique par rapport à la post-conversion. La qualité des post-conversions aujourd'hui est à des années-lumière des post-conversions qu'on a eu à l'époque. Je pense qu'il pense au Clash des Titans, par exemple, au Choc des Titans, pardon. Qui était, ou à Avatar, le dernier maître de l'air, qui était parmi ces films qui ont été post-convertis en 3D à la va-vite, et qui avaient des résultats qui étaient pas très très bons. Le processus de post-conversion 3D aujourd'hui, il est excellent. Tous les films Marvel que vous avez vus en 3D ont été tournés avec des caméras 2D normales. Ça a été une post-conversion ensuite. Et pourtant, la 3D dans la plupart des Marvel est excellente. Dans Avengers, je m'en souviens, le premier Avengers, il me semble qu'il avait été diffusé en 3D. La 3D était de très très bonne qualité, et il me semble bien que c'était tourné avec une caméra unique normale, quoi. Donc c'est pas la bonne critique, monsieur Cameron. En parlant de ne pas faire la bonne critique, le scénario. Donc je voulais commencer par ça, et finalement on va finir là-dessus. Oui, c'est Danse avec les loups, c'est Pocahontas, etc., etc. Le problème, c'est, et alors ça change quoi? Je suis quelqu'un qui défend mordicus depuis des années que aucune histoire que vous voyez n'est véritablement nouvelle. Je pense que vous avez du mal à accepter cette déclaration parce que vous voyez des trucs trop précis. Vous résumez une histoire avec un truc genre tel mec qui a tel métier, qui est dans telle condition, fait tel truc, qui peut récupérer tel truc et tel machin, et ça. Je parle de structure. En soi, il y a quasi qu'une seule histoire qui se répète tout le temps, c'est la quête du héros mille et un visages. C'est un personnage qui est en quête de quelque chose, avec généralement le twist entre ce que tu veux obtenir et ce que tu dois obtenir, ce dont tu as besoin, qui sont deux choses qui vont généralement rentrer en conflit dans le scénario. Les trois quarts des histoires sont ça, c'est un personnage qui veut obtenir quelque chose, etc. Donc il y a une histoire de base qui ensuite pourrait être sous-divisée en 5 ou 6 histoires différentes. Il y a des personnages qui veulent récupérer un objet, il y a des personnages qui veulent avoir des relations avec une personne particulière, il y a des personnes qui veulent accomplir quelque chose, etc., etc. Donc on peut dire qu'il y a des petites variations, mais grosso modo, quasi toutes les histoires sont les mêmes. Et donc oui, il y a eu des tonnes d'histoires de mecs, généralement blancs, qui débarquent généralement dans une tribu indigène, qui va découvrir leur mode de vie, qui va commencer à s'y associer, qui va commencer à s'identifier à eux, et qui va, du coup, mener le combat pour les défendre. Donc oui, c'est pas le scénario le plus original du monde, et en même temps, on s'en rend compte parce qu'ils ont déjà été reproduits des centaines et des centaines de fois, quoi. Donc, effectivement, c'est pas le problème. Et justement, c'est là où je veux en venir quand je dis que toutes les histoires se répètent. Qu'une histoire se répète, c'est pas le problème. Bon, après, si c'est du plagiat très clair, où la personne refuse d'admettre qu'elle a appris quelque chose, mais clairement tout le scénario d'un autre film ou d'un truc est dedans, tous les éléments justement très individuels et très propres à une histoire se retrouvent dedans. Oui, évidemment, le plagiat existe, mais grosso modo, c'est pas un problème qu'on ait des thématiques ou des quêtes ou des buts qui sont similaires dans plusieurs films. Et effectivement, on a eu plusieurs histoires d'immigrés qui vient s'intégrer à un nouveau groupe et qui en devient un fer de lance d'un certain combat. Pour les libérer généralement, et chacun est intéressant pour la subtilité et le truc spécifique qui concerne la tribu ou l'humain qui est abordé du coup dans cette histoire, quoi.
On s'en fout que ce soit l'histoire de Pocahontas ou l'histoire de machin. Moi, je l'ai pas vu Pocahontas, de toute façon, donc je m'en foutais, mais on s'en fout que ce soit l'histoire de Pocahontas ou de Danse avec les loups. C'est pas, ça veut pas dire que personne n'a le droit de faire cette histoire ou de refaire cette histoire. Ce qui a fait que Avatar a marché, ce n'est effectivement pas l'histoire, c'est tout ce qui permet à l'histoire d'exister, c'est tout ce qui permet au monde d'Avatar, au monde de Pandora plutôt, d'avoir cette personnalité très, très spécifique, qui fait aussi qu'on s'y attache et qu'on a envie d'aller dans ce monde et voire d'y retourner, quoi. Donc, oui, non, cette histoire c'est une histoire qu'on a déjà vue ailleurs, c'est pas du tout un problème, on s'en fout complètement. Justement, je revoyais Avatar pour la première fois depuis quelques temps maintenant, et je me demandais comment est-ce que ça allait être, quoi, est-ce que j'allais tenir correctement, est-ce que j'allais pas trouver le film trop long, trop chiant, etc. Et en fin de compte, tu te rends compte que c'est jamais chiant parce que il se passe quelque chose à chaque scène. À chaque scène, t'as soit Jake qui est en train de nous présenter à nous le monde dans lequel il est en train de vivre, avec ses narrations en voix off du coup, soit une scène où Jake doit apprendre quelque chose parce que quelqu'un est en train de l'éduquer sur la culture des Na'vi généralement, ou sur l'utilisation de technologie ou tel truc, etc. Ou alors, Jake est confronté à un challenge et à quelque chose d'important, un danger qu'il menace, etc., etc. Et du coup, chaque scène est intéressante à prendre, quoi. Y compris des scènes d'ailleurs qui sont dans le développement des personnages, ce qui souvent est coupé dans les films de James Cameron. Mais le simple fait d'insister sur comment est-ce que Jake réagit la première fois qu'il est dans son avatar et qu'il profite de son corps, qu'il a enfin des jambes et des pieds qui fonctionnent et qu'il profite du goût du légume qu'il bouffe, etc. Tout ça, c'est quelque chose qui permet du coup de vraiment te projeter sur le personnage et ça te transmet une information en tant que spectateur. Donc tu peux pas te faire chier devant une scène comme ça. Et en fait, c'est ça qui est assez impressionnant avec ce film, c'est que effectivement chaque scène contient une nouvelle information, contient une évolution de l'histoire, etc., etc. Je suis du coup très curieux de savoir comment il va s'en sortir dans Avatar 2. Parce qu'on va quand même pas passer 4 films de 4 heures chacun à découvrir les spécificités locales de tel ou tel truc, quoi. Je veux dire, à un moment, il faut faire un film et pas un documentaire Discovery. Enfin, il y a un truc qui est particulier. Surtout si vous voulez faire un documentaire Discovery, il faut aller chez Warner, monsieur Cameron. c'est eux qui ont... ils ont été rachetés par Discovery. Donc, c'est vrai que je suis curieux, du coup, de voir comment est-ce que cet aspect va être traité dans la suite. Est-ce qu'on peut rendre Avatar 2, 3, 4 et 5 aussi intéressant qu'Avatar 1? Parce que ce sera pas les mêmes conditions. Là, pour le coup, on aura un Jake qui sera installé dans le monde des Na'vi depuis très longtemps et qui saura comment se débrouiller dans le truc. Ça va pas être le même rapport à l'environnement, pas le même rapport à tout le reste. Donc, je sais pas exactement comment est-ce que les suites d'Avatar pourraient être aussi intéressantes et fascinantes que la première, quoi. Bon, après, c'est James Cameron. On peut peut-être lui faire confiance. Il a quand même une carrière depuis quelques années. S'il pense qu'il y a 4 trucs intéressants à raconter encore sur l'univers d'Avatar, surtout 4 suites. Enfin, c'est vraiment... déjà, c'est un nombre très bizarre après le film. Mais comment tu développes une histoire comme ça en 5 parties? Ils vont définitivement défendre Pandora dans le 2e film, et puis ils vont aller attaquer la Terre dans le 3, et puis la Terre va se venger dans le 4, et puis dans le 5 on va finir tout le truc. Je sais pas, enfin... Comment est-ce que tu continues une histoire comme ça, quoi? Mais voilà, ce qui fait... un des derniers éléments qui fait qu'Avatar a marqué, c'est que les personnages sont vachement mémorables et attachants pour certains, je veux dire. Même s'ils sont assez caricaturaux, il te marque forcément le méchant, le général... comment il s'appelle? Quaritch, je crois que c'est ça. Non, le colonel Quaritch. Il est effectivement ultra caricatural, rien qu'avec sa griffure gigantesque sur le visage, et le fait qu'il veuille pas la retirer parce que ça lui rappelle ce que c'est que la vraie vie, etc. Qui est en train de boire son café pendant qu'ils sont en train de détruire l'arbre des Na'vi avec des centaines de personnes qui risquent de mourir, tout un patrimoine culturel qui disparaît en fumée, etc., etc. Il fait je vais être rentré ce soir pour le dîner, etc. C'est du one-liner pur, mais c'est aussi ça qui rend le truc ultra appréciable, quoi. Et quand Jake justement lui répond, il dit à Jake que ce sera fini quand je respirerai plus, et Jake lui répond j'espérais que tu dirais ça, un truc genre là. C'est un peu bateau, mais ça passe tellement bien, c'est tellement classe. Jake aussi, d'ailleurs, est un personnage qui est vachement intéressant. Il a un côté page blanche, vu que le centre de son personnage, c'est plus ce qu'il prend d'une autre culture. Et il fait un peu archétype de héros lambda, mais c'est parce qu'on change très vite ses personnalités de base qu'il a l'air de pas en avoir, en fait. C'est un personnage qui développe beaucoup de choses intéressantes et c'est un personnage auquel on peut s'attacher facilement. D'ailleurs, c'est pas une page complètement blanche non plus. Il arrive en tant qu'ex-marine. Et du coup, tous les personnages le voient comme le bidasse qui va obéir aux ordres du colonel au docteur Augustine. Ce qui va développer des antipathies et permet de montrer une progression, puisqu'il dépasse ce statut de simple bidasse. Il dépasse le simple fait d'obéir aux ordres. Et le fait qu'il arrive détruit et vide à Pandora, c'est aussi ce qui lui permet de s'imprégner de la culture Na'vi. C'est justement parce qu'il commence l'histoire des abusés qu'on va comprendre
que ce qu'il trouve à Pandora redonne sens à sa vie. Et je trouve que ça crée aussi des relations intéressantes avec les personnages qui l'entourent, notamment avec Norm. Tu le vois qui petit à petit commence à prendre Jake sous son aile. Tu le vois qui commence à s'amuser avec lui, avec le fait qu'il joue avec son fauteuil roulant à un moment. Quand ils sont, donc tu vois qu'ils ont développé une certaine proximité. Ils se mettent à parler et il joue avec son fauteuil. Et t'as l'apogée du coup du changement de Norm, qui est le fait que au moment où l'armée vient pour sortir Jake de son truc, Norm se met d'un seul coup à devenir un petit peu le Marine et fout des coups de poing dans la gueule aux soldats qui débarquent pour essayer de défendre le mec, alors que le mec c'était une couille molle quoi jusque là, pendant très longtemps. C'était le mec qui restait un peu loin, qui avait peur de tout et qui était etc. Donc c'est vrai que c'est intéressant aussi de voir son évolution à lui. C'est juste dommage qu'ils aient coupé le truc de la version Director's Cut, c'est qu'en fait, il développe une relation au fur et à mesure du film avec Trudy, qui est joué par Michel Rodriguez. C'est ça, hein, Michel Rodriguez. Michel Rodriguez. Ça fait longtemps que j'ai pas dit son nom, il m'est sorti de la tête, alors qu'elle est géniale, Michel Rodriguez. Mais ouais, du coup, il y a une petite histoire qui se développe entre les deux et qui est assez intéressante. Le personnage de Michel Rodriguez, pour le peu qu'elle est à l'écran, arrive aussi à être attachante également, notamment avec à quel point est-ce qu'elle aide les personnages, mais aussi son empathie pour les Na'vi à plusieurs reprises. Donc c'est vrai que tous les personnages comme ça sont assez attachants. Ah, évidemment, Sigourney Weaver est génial. Le personnage d'Augustine qui est complètement aigri, tout le temps à fumer sa clope quand elle sort de son truc, en train de constamment parler de ses gentilshommes et machins. Enfin, j'aime beaucoup ce personnage. Comment il s'appelle? C'est pas Burke du coup dans celui-ci, c'est Selfridge, je crois, c'est le mec ou Parker sans prénom, qui dirige, enfin qui est le représentant de la compagnie grosso modo, qui est le fils de pute absolu, mais tu sens qu'il y a une certaine dose de culpabilité au fur et à mesure que ça avance dans le film. Tu vois qu'il regarde les choses de façon un peu triste, tu vois que même lui il se rend compte qu'il va un peu trop loin. Donc voilà ce que j'avais à dire. Je vais regarder vite fait mes notes, mais je crois que j'ai réussi à tout faire de tête. Dans les trucs que j'avais notés en inspiration, en quoi Avatar a inspiré le reste du monde, j'ai revu du coup le plan où t'as le vaisseau qui débarque sur Pandora, et tu vois ce plan, tu fais « Dites donc, monsieur Ridley Scott, dites donc !» Et quand tu regardes en vérité le film, tu te rends compte que Ridley Scott a quasi fait Prometheus pour faire son Avatar à lui, mais version du coup décharnée, morte et moche, etc. Enfin, avec pas parce que c'est moche en soi, mais c'est les concepts de Giger, vous voyez, c'est des trucs un peu barrés, qui mélangent le sexe et la mort et des trucs dans le genre très, très glauques. Pareil pour les fameux hologrammes, je me suis pris la tête avec les hologrammes qu'il a introduits dans l'univers d'Alien dans Prometheus. C'est clairement pour reproduire les hologrammes qu'il a vus dans Avatar, qui étaient en 3D, etc., qui étaient ouf. Et il s'est dit, oh, je vais faire la même chose maintenant, quoi, dans ce genre-là. Enfin, c'était... Bon Dieu, Ridley. Enfin, t'as vraiment l'impression que quand les autres réalisateurs ont vu ça, si tu veux regarder Valérian et la Cité des Mille Planètes, le début avec les mus, je crois, c'est complètement une reprise d'Avatar, quoi. Heureusement, Luc Besson a eu l'intelligence de pas reproduire la jungle et de faire un univers qui était entièrement marin. Mais enfin, c'est clair que c'était l'inspiration. Et d'ailleurs, Luc Besson s'en est jamais caché d'ailleurs. J'étais à l'avant-première moi de Valérian et la Cité des Mille Planètes quand il est sorti, et on a eu un petit discours de Besson avant la projection du film, et il a très clairement dit oui, Avatar m'a donné envie de faire la séquence du début avec les mus, quoi. Donc ouais, voilà, c'est au niveau des petites inspirations qui ont eu lieu ensuite. Il y a un autre truc qui est intéressant au niveau de l'image d'Avatar, c'est que beaucoup des plans, notamment au début, essayent de te transmettre le gigantisme de ce monde, avec notamment beaucoup de véhicules qui sortent du cadre, qui débordent du cadre, avec pourtant des humains qui sont tout petits à l'intérieur. Et avec l'appui de la 3D relief en plus, tu sens d'autant plus la profondeur et du coup le rapport d'échelle réel entre ce petit humain que tu vois à l'image et le véhicule gigantesque qui est derrière, quoi. De toute façon, pour sortir du cadre alors qu'il y a un autre humain qui est en plein pied, il faut que le truc soit gigantesque, mais pour te rendre compte d'à quel point c'est gigantesque, la 3D relief t'aide. Beaucoup de gens qui disent que la 3D relief sert à rien, là ça sert à quelque chose. Au début, il y a beaucoup d'expositions, et je trouvais qu'elle était quand même pas mal écrite pour camoufler que c'est de l'exposition. T'as vraiment juste l'impression que c'est des personnages qui parlent entre eux, et t'as pas forcément l'impression que c'est des... Oui, monsieur, nom et prénom qui vient de tel machin, évidemment que je me souviens de telle histoire de machin, mais c'est dit de façon un peu plus naturelle dans le dialogue, donc sans être révolutionnaire là non plus, ça reste bien intégré du coup au dialogue de cette exposition pour te permettre de faire de l'exposition sans avoir à te faire croire, enfin, à ce que tu t'en rendes compte et à ce que ce soit pesant. On a créé plus ou moins avec ce film le performance capture ou l'emotion capture. Ils arrêtent pas d'essayer de lui donner des noms extraordinaires avec les trucs, mais c'est de la performance capture de visage simplement.
On l'avait un petit peu développé avec Gollum dans Le Seigneur des Anneaux, mais c'était pas encore tout à fait au point, et c'est vraiment avec Avatar qu'on a développé vraiment cette notion de performance capture avec une petite caméra qui suit tous les points de ton visage, qui est placée sur un casque, et qui suit parfaitement ton visage pour avoir parfaitement ton animation, etc., et la retransmettre, et on peut tout capter en même temps, et c'était ça la grosse révolution. Mais ce qui est impressionnant, c'était la subtilité, en fait, de ces animations. Non seulement les comportements et les mouvements de visage des personnages sont bien captés par le matériel, sachant qu'il y a toujours de toute façon un petit retraitement par les infographistes sur l'animation, que c'est pas fait automatiquement par un tracking de points, mais il y a aussi c'est des petites expressions qui sont très subtiles à rendre. Genre, à un moment, il y a Grace qui se fout de la gueule de Jake parce que quand il débarque, je sais plus où, mais Jake ne dit rien et tu dois faire un petit... Vous savez, le petit truc comme ça où c'est... je dis rien, mais je garde ma bouche fermée, mais ce petit rictus, ce petit truc avec la bouche, rien que ça, c'est une dose de réalisme incroyable dans la gueule du spectateur. Et ça aide énormément à rendre l'univers crédible. Un autre truc qui fait que Jake a quelque chose de très... qui fait qu'on peut se projeter sur lui, qu'on peut avoir de l'empathie avec lui, qu'on peut avoir l'impression que ce serait nous, c'est qu'il se comporte comme nous on se comporterait si on était à Pandora, en fait. Je pense que n'importe quel humain, se retrouvant dans la jungle de Pandora, verrait ce que font les trucs là-bas, et ferait ce que fait Jake, genre la plante gigantesque qui a juste besoin d'un petit truc et ça revient dans sa tige, ou le fait que pendant la nuit, quand il voit la bioluminescence, il tape sur tous les trucs pour que ça fasse de la lumière, justement parce qu'il veut que ça provoque de la lumière et ça fait à chaque fois qu'il bouge. C'est exactement comme ça qu'on fonctionnerait, ce qui développe du coup un attachement au personnage de Jake, ce qui me permet de nous projeter sur lui également. Avant de finir, il y a un truc qui est aussi intéressant dans Avatar, c'est qu'il y a un thème qui est abordé, qui est celui de la mort ou de la réincarnation, d'ailleurs, au-delà de la mort, avec ce qu'il essaye de faire avec le docteur Augustine à la fin, mais aussi avec le simple principe d'envoyer ton esprit dans un avatar, qui pourrait être pris comme une idée de réincarnation, avec le fait que, clairement au cours du film, Jake renaisse, c'est presque, comme on lui dit, c'est presque un enfant quand il débarque, il doit réapprendre à grandir presque. Et cette idée de réincarnation, elle se sent de base avec le personnage de Jake, avec le fait qu'il soit donc le jumeau d'un frère qui est mort, et qu'il reprenne sa vie, quelque part. Du coup, il se réincarne dans la vie de son frère, déjà à la base. Et le parallèle est assez clair quant à le plan sur le cercueil de son frère qui rentre dans l'incinérateur, et le caisson de projection dans l'avatar qui rentre à l'intérieur de la machine. Le parallèle entre ces deux plans montre bien que il y a globalement dans l'idée d'Avatar une notion de réincarnation, et d'ailleurs dans l'histoire, avec l'arbre d'Ewa par exemple, les anciens, les esprits restent, etc., etc. Et il semblerait même que ça soit la base, parce que j'enregistre ce petit morceau là en voix après la fin du vlog, il semblerait que ce soit la base d'Avatar 2 du coup, retrouver l'esprit de Grace qui est dans Ewa, peut-être en général par rapport à Ewa et par rapport aux anciens, mais a priori, c'est une des bases du coup de la suite de l'histoire. Donc il y a quand même dans cette histoire plus que reproduire Pocahontas danse avec les loups et etc., etc., quoi. Il y a quand même un peu sa propre saveur qui est ajoutée à ça avec le monde de Pandora, et cette idée du coup d'esprit de réincarnation, quelque chose de très spirituel qui fait aussi partie des forces de ce film. Le dernier truc dont je voulais parler dans ce film, c'était pour quelque chose qui a marqué autant de révolutions et de point marquant dans l'histoire du cinéma. Il y a un plan que j'ai vu qui faisait ultra 90s, possiblement 80s. Il y a un plan où t'as Trudy qui est donc en train de libérer les membres de l'équipe qui sont en prison, du coup, c'est après ce passage-là. Et ils doivent traverser un couloir, passer de la porte de la prison à la porte du hangar principal, un truc dans ce genre-là. Et le plan commence avec la caméra qui filme au-dessus les néons et les halogènes qui éclairent le couloir, se baisse tout en avançant du coup en travelling, récupère Trudy qui arrive en face de la caméra, elle part dans un couloir, la caméra la suit et se dirige ensuite vers la porte. Et j'ai trouvé que, notamment avec le dodelinnement de la caméra, parce qu'il essaye de faire du coup de la caméra épaule un peu partout, ça avait un côté très 80s, 90s, ça faisait un peu, genre on dirait un plan de Terminator 1, presque, ou un truc dans ce genre-là, quoi. Il y avait quelque chose d'un peu roots dans ce plan, et je trouvais que c'était assez rigolo de voir un plan comme ça, au milieu d'une super production qui essaie de tout révolutionner, quoi. Voilà donc pour ce que j'avais à dire dans ce vlog sur Avatar. J'ai essayé de le traiter plus ou moins comme un pourquoi Jarvan Vetor, avec des catégories spécifiques d'analyse. Donc j'espère que ça vous aura plu comme petite analyse, j'espère que ça vous aura peut-être fait revoir votre point de vue sur le film Avatar, et puis on verra du coup en fin d'année ce que ça va donner avec la suite. Merci beaucoup de m'avoir suivi, prenez soin de vous, regardez ou allez voir des films, ciao.